Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons évoquer ensemble un sujet très important, qui est la corrosion des armatures dans le béton. Nous allons d'abord, dans un premier temps, voir le principe général de la corrosion. Ensuite, nous allons parler des causes de la corrosion et enfin, les méthodes de diagnostic. Les réactions qui permettent à la corrosion de se produire sont des réactions électrochimiques qui se forment lorsque deux parties d'une structure possèdent un potentiel électrique différent. La surface de l'acier est constituée d'une zone dite anodique et d'une zone cathodique. Le processus de corrosion peut être décrit de manière simplifiée par deux réactions électrochimiques. D'abord, dans la zone anodique, nous avons la réaction de dissolution du fer. Les ions ferreux et feux de plus vont se déplacer dans les solutions basiques contenues dans les pores du béton. Les électrons produits dans la zone anodique vont migrer dans la zone cathodique. Ce mouvement d'électrons génère un courant électrique. Une fois arrivés dans la zone cathodique, ces électrons vont participer à la réaction de réduction d'oxygène dissous dans l'eau. O2 plus 2 H2O plus 4 électrons donne 4 OH-. Il faut savoir que le béton est un matériau poreux, ce qui signifie qu'il contient des espaces vides remplis d'une solution appelée solution interstitielle. Cette solution est très basique, avec un pH d'environ 13 pour un béton sain, grâce aux composés alcalins présents dans le béton. Dans ce milieu basique, l'acier forme une couche très fine d'oxyde appelée couche de passivité qui joue un rôle très important de barrière contre la corrosion. Lorsque des agents agressifs sont en quantité suffisante à l'interface acier-béton, cette couche de passivité peut être altérée, soit de manière généralisée, soit de manière locale par des piqûres. Les principaux agents agressifs responsables de ces phénomènes sont la carbonatation et les ions de chlorure. La stabilité du film passif est liée à la valeur du pH au voisinage de l'acier. Le phénomène de carbonatation est considéré comme l'un des mécanismes responsables à la diminution de pH de la solution interstitielle à une valeur de 9. On dit alors que les aciers se dépassivent, ce qui donc va contribuer à amorcer ou accélérer la corrosion des aciers d'armature. La carbonatation est engendrée par la réaction du gaz carbonique, CO2, et certains constituants du béton, principalement la chaux ou appelée aussi la portlandite, pour donner au final du calcite comme produit final, plus H2O. Ce qui est important de noter, c'est que la réaction de carbonatation provoque une chute de pH de 13 pour la chaux, à 9 pour la calcite. La vitesse de carbonatation dépend principalement des cycles d'humidification et de séchage du béton. Le diagramme présent en abscisse le taux d'humidité relatif et en ordonnée le taux de carbonatation. On constate que la vitesse de carbonatation est maximale lorsque l'humidité est comprise entre 60 et 80%. Généralement, suite à une carbonatation, la corrosion ne peut pas avoir lieu dans les deux cas suivants. Dans les environnements secs où la quantité d'eau est insuffisante pour dissoudre le gaz carbonique, CO2, et dans les environnements très humides, le béton étant saturé d'eau, donc la diffusion de gaz carbonique, CO2, est considérablement ralentie. Dans le cas où les armatures se corrodent suite à une carbonatation, on parle donc d'une corrosion expansive. En effet, il y a des produits de corrosion qui sont accumulés dans le réseau poreux du béton sous forme solide. Ces constituants vont appliquer des forces expansives qui peuvent à terme provoquer des fissures dans le béton.
ce qui va augmenter la pénétration davantage des agents agressifs et par la suite, on constate des épaufrures ou des éclats de béton et des armatures mises à nu et qui sont des fois complètement corrodées. Nous avons besoin maintenant de savoir si les armatures sont atteintes par la corrosion ou pas. Pour répondre à cette question, un essai de carbonatation est à prévoir. Nous avons besoin d'abord d'un pied à coulisse pour mesurer la profondeur de carbonatation et d'une solution de phénylphtaline qui est un indicateur de pH. Rappelons qu'un béton sain possède un pH au voisinage de 13 et un béton carbonaté contient un pH d'environ 9. On applique la solution de phénylphtaline sur une coupe fraîche du béton. La zone en violette, c'est une zone non carbonatée et la zone grise, c'est une zone carbonatée. Dans cette configuration, les armatures ne sont pas comprises dans le front de carbonatation. Comme on a parlé juste avant, le phénomène de carbonatation dépend des cycles de mouillage-séchage du béton. Ce qui est important de retenir, c'est que lorsque le béton d'enrobage est carbonaté, isocarbonaté, on dit que les armatures sont placées dans un béton contaminé. Donc, il y a une forte chance, une forte probabilité que ces armatures se corrodent, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'en prenant par exemple un environnement très sec, humidité relative de 40%, même si le béton d'enrobage est complètement carbonaté, les armatures ne vont pas se corroder pour la bonne raison. Insuffisance de quantité d'eau pour que l'effet de pile électrochimique provoque une corrosion. Le deuxième agent agressif qui entraîne la corrosion des armatures dans le béton, ce sont les ions de chlorure. Les sources des chlorures sont variées. Exemple, pour évacuer la neige sur les routes, on a besoin d'utiliser le sel de déverglaçage qui contient des chlorures qui vont être après diffusées sur la chaussée qui est en contact avec l'élément béton. On a aussi des ouvrages qui sont situés en bord de mer. On parle des embruns marines qui contiennent des chlorures et qui peuvent pénétrer facilement à travers le réseau poreux du béton. Il y a aussi une autre raison, c'est au moment du coulage du béton, l'eau de gâchage contient des chlorures, bien sûr dans des ouvrages qui sont construits dans des milieux marins. Et il y a aussi les granulats qui peuvent être contaminés. Après la pénétration des ions de chlorure dans le béton, l'acier se transforme en chlorure ferrique, en induisant une altération du film passif et des pertes de section importantes. On parle d'une corrosion dissolvante. Sur ces images, on voit un béton qui souffre de la corrosion suite à la pénétration des ions de chlorure. On a aussi la corrosion d'appontement au milieu marin et, comme indice, la diffusion des oxydes sur le béton d'enrobage. Afin de confirmer ou lever la présence des ions de chlorure dans le béton, on procède à l'essai des chlorures. D'abord, il faut connaître la décomposition des chlorures totaux, qui sont eux-mêmes composés des chlorures libres et des chlorures piégés ou liés. Les chlorures piégés sont des ions de chlorure immobilisés, c'est-à-dire liés chimiquement ou physiquement aux hydrates de calcium, qui sont des produits du ciment. Leurs caractéristiques sont moins mobiles, donc incapables de participer directement à la corrosion des armatures. On a les ions libres qui sont responsables de la corrosion des armatures. Ils réduisent fortement la résistivité de l'enrobage du béton et augmentent l'amorçage rapide de la corrosion à cause de la dépassivation des armatures.
En termes de concentration en ion chlorure libre, il existe un seuil au-delà duquel la corrosion s'accélère. Lorsque ce seuil égale à 0,4% d'ion chlorure libre en poids par rapport au ciment est atteint, la couche de passivation des aciers disparaît et la corrosion peut se propager.